Je vis avec 55% de capacité respiratoire. Je vis sur la limite, tout contre la mucoïcidose. J'ai été diagnostiqué de cette maladie quand j'avais 2 ans. Et puis tout de suite, les médecins ont dit à mes parents, vous avez 4 ans devant vous. Déjà, finalement, quand j'étais enfant, j'étais plutôt en forme. Et puis, on était 4 frères à la maison. Et le samedi après-midi, on faisait bien le bazar. Alors mon père nous emmenait dans la voiture, il nous emmenait dans le village à côté, à 3 km, et nous on rentrait en courant. Alors il y avait celui qui courait devant pour éviter les embrouilles, et puis il y avait celui qui courait derrière, en pleurant, parce qu'il s'était fait pousser dans les orties. Voilà, c'était comme ça que je faisais du sport. Le sport c'est bénéfique pour ma santé, ça me permet de faire sortir ce que j'ai dans les poumons, et puis à la tête, ça fait du bien. La maladie a évolué, les années ont passé, et je ne pourrais pas vous dire le nombre de fois où je me suis retrouvé tout seul dans mon lit à pleurer, le nombre de fois où je me suis retrouvé tout seul au milieu des champs, à insulter le ciel, à lui dire mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas le droit au bonheur. Et puis, petit à petit, je me suis retrouvé à Besançon, et je courais, j'ai couru 15 minutes, j'étais tout rouge, j'ai vomi, j'ai craché du sang, et je me suis dit, mais c'est terminé. Je ne courrai plus jamais. Plus avant la grève de poumons. Et à partir de ce moment-là, j'ai passé beaucoup de temps à attendre. Alors j'ai attendu après les médicaments, les antibiotiques, les perfusions, les médecins, les chercheurs, la grève de poumons. Finalement, j'attendais quoi? J'attendais de crever, quoi. J'attendais de crever. Et j'ai eu une prise de conscience. J'ai pris conscience de l'urgence de la vie. De l'urgence de la vie. Jusqu'à mes 26 ans, en fait, toute cette période correspond à une période de déni de la maladie, où je portais un masque, je faisais semblant de plein de choses. J'étais normal en société, une image de moi qui était tout là-haut, alors qu'en réalité, quand j'étais sous perfusion chez moi, j'étais bien bas. Et puis finalement, entre ces deux situations, il y a un élastique qui a fini par péter. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'avais beaucoup de colère en moi. J'en voulais à Dieu, à mes parents, à la société, au monde du travail, aux filles, à la terre tout entière. Je me sentais seul et incompris. J'avais peur d'être rejeté. Et puis cette maladie, j'en parlais pas. Et j'en avais honte. Et au lycée, personne ne savait. Au lycée, personne ne savait. Bref, j'étais plein de fausses croyances, cette barrière limitante. Et au fond de moi, pourtant, je savais. Je savais que j'étais bien meilleur que tout ça. Et puis voilà, j'ai eu cette prise de conscience, de l'urgence de la vie, l'urgence du temps qui passe. Je veux dire, si ta vie, elle n'est pas telle que tu le souhaites aujourd'hui, si ta vie, elle ne te correspond pas, c'est pas la faute de tes parents, c'est pas la faute de Dieu, c'est pas la faute du médecin, c'est la faute de personne. C'est ta faute. C'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui as le contrôle pour changer les choses. C'est toi le patron, c'est toi le boss, c'est toi qui décides ce que tu peux faire ou ce que tu ne peux pas faire. C'est pas ton médecin, et c'est encore moins la maladie. Moi, je suis un spécialiste de la maladie. Je teste plein de choses au quotidien, tous les jours, pour être mieux demain. Bref, tu as le choix. Tu as le choix de rester dans ton canapé, là, d'attendre, te plaindre, et puis d'attendre de crever. Ou tu as le choix de te lever, te battre, et d'aller chercher le bonheur partout là où il est. Donc, qu'est-ce que tu choisis? Lève-toi, quoi. Lève-toi. Tu as le choix de voir le verre à moitié vide ou de voir le verre à moitié plein. C'est le moment. C'est maintenant que ça se passe. Tu es le capitaine de ton âme et le maître de ton destin, à l'envers. Bref, voilà, cette prise de conscience. Et la vie, c'est comme le poker. Si tu mises pas, tu sais pas. Donc, t'as rien à perdre. La première chose à faire, c'est d'être vrai et authentique. D'être vrai avec ses peurs, ses croyances et ses valeurs. D'être vrai avec son corps. Et puis d'être vrai avec les autres. Et plus tu seras vrai et authentique, plus tu vas rencontrer des gens vrais et authentiques également, des gens qui te ressemblent. Et puis des gens de plus en plus extraordinaires, de plus en plus positifs, de plus en plus optimistes. Bref, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Va voir les gens. Va voir les gens. Bref, avec tout ça en tête, j'ai claqué mon livret jeune et je me suis acheté un beau vélo. Je me suis fait plaisir. Et puis je suis allé rouler 2 fois, 3 fois par semaine, 20 km, 50 km. Et moi, ce que je préférais, c'était avoir un adversaire devant moi. Moi, ce que je préférais,
c'était d'aller rouler un temps comme aujourd'hui. C'était aller rouler quand il y avait avis de tempête, quand il faisait -20, ou quand il y avait l'orage. Ah, j'adore ça, quoi. J'adore ça. Et au lieu de ça, je me retrouvais à Besançon, à rouler. Un jour, il faisait froid, il y avait du vent, il y avait un petit crachin bien dégueulasse qui arrivait sur le côté. Et je me suis dit, mais merde, quoi. Merde. Il n'y a pas de sportif qui fait du sport sans bisous, sans bouquet de fleurs, sans gloire, sans podium, et surtout sans médaille, et surtout sans idée de progresser. Progresser dans le sport et face à la maladie. La meilleure façon de combattre la maladie, c'est pas de conserver la capacité respiratoire, c'est pas de défendre. La meilleure défense, c'est l'attaque. Donc j'ai poussé un petit peu plus fort sur les pédales. Et puis malgré ça, je me sentais comme condamné à faire du sport. Il fallait que ça serve à quelque chose. Il fallait que ça vaille le coup. Et donc, je me suis mis à écrire. Je me suis mis à écrire parce que j'avais la tête pleine de questions, plein de négatifs, plein de colère encore. Et j'ai couché tout ça dans mon journal intime. J'ai écrit 4 pages. Je suis allé dans ma douche derrière. Et je me suis dit, waouh, je pense plus à rien. Et puis en parallèle, je me suis trouvé des modèles. Philippe Croison, qui a été amputé des 4 membres et qui a traversé la Manche à la nage. Beau de Fontenoy, Gérard Daboville, qui ont tous les deux traversé l'Atlantique à la rame. Et puis Mike Horn, j'adore Mike Horn. Ouais. Et je me suis dit que si pour tous ces gens-là, c'était possible de réaliser leurs rêves, ça pouvait l'être aussi pour moi finalement. Et moi, mon rêve, c'était de courir un marathon. Voilà. On est le 7 avril 2013. Vous êtes sur les Champs-Élysées, dans le sas de départ du marathon de Paris. Il y a 40 000 personnes autour de vous. 40 000 personnes qui sont prêtes à tout donner, à aller jusqu'au bout d'eux-mêmes, pour aller jusqu'au bout de ces 42 km 195. La tension, elle est inouïe. Vous êtes terrifiés. Vous êtes terrifiés, mais vous mourrez d'envie d'en découdre. Vous êtes un lion, vous êtes un lion, vous êtes un lion en cage. Parce que, marathon de Paris, il y a tellement de sang derrière tout ça. C'est un baroud d'honneur. C'est prouvé à votre médecin, lui qui a dit que c'était impossible, que vous allez le faire. Le marathon de Paris, c'est prouver à vos parents, à votre famille, vous prouvez à vous-même, et puis aux enfants qui vous regardent, que vous pouvez le faire. Ce marathon de Paris, ça fait 6 mois seulement que vous courez, 5, 6, 7 séances par semaine. Vous avez dormi jusqu'à 3 heures du matin seulement. C'est une question de vie ou de mort. On finit, on gagne, ou on échoue et on meurt. C'était comme ça. Donc vous êtes dans le sas de départ, et ça y est, c'est parti. On court. Et le marathon de Paris, le défi sportif, c'est aussi l'occasion de s'apprendre. Au lieu d'avoir une maladie qui prend toute cette place au quotidien, la réduire à pas grand-chose, et puis finalement l'écraser comme une vieille clope. Bref, on court, et puis derrière, 30e kilomètre. Papa, je t'aime. Maman, je t'aime. C'est le moment de le faire. Derrière, on arrive dans les grandes lignes droites du bois de Boulogne. Il y a la tour Montparnasse en face, il y a ce petit point blanc tout en haut de la tour. Et vous êtes focus dessus. Philippe Croison, il n'a pas abandonné. On court. 40e kilomètre. La rage! La rage, putain, parce que c'est bon. Ça y est. Vous allez le faire. Il est là, votre rêve. Il est là. Il est juste là. Juste là. « 4h41. 4h41. C'était la première fois que ça se faisait en France. C'était impossible. C'était impossible. Ce marathon de Paris, je l'ai fait 3 fois. En 2014, j'ai mis 4h21. Et puis en 2015, pendant 3 mois, j'ai compté que jusqu'à 4. 1, 2, 3 et 4. J'allais mettre 4 heures. J'ai mis 4h54 secondes.
le défi sportif, le dépassement de soi de manière générale, c'est aussi une aventure humaine parce qu'il y a ma famille, il y a mes amis, et puis il y a Oriane. Il y a Oriane qui est là derrière avec son masque. Et Oriane, elle vit avec la même maladie que moi. Et Oriane, elle dit à sa mère, à la rentrée, je vais m'inscrire à l'athlétisme parce que je vais faire comme Paul. C'est extraordinaire. Et puis c'est même parents comme sa mère qui viennent me voir et qu'on a les larmes aux yeux parce que tu peux avoir 30 ans, tu peux avoir un travail, tu peux avoir une copine, tu peux courir des marathons et malgré le diagnostic de la maladie, eh ben, leur enfant qui est grand comme ça, il va vivre. Il va vivre. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Pour la copine, c'était avant. Ça, c'est fait. Et, euh, et, euh, et voilà, donc pendant 3 mois, en fait, j'étais envahi d'un sentiment de joie profonde. Un bonheur, waouh, énorme. Et un sentiment également de toute puissance. J'avais un truc qui coulait dans mes veines jusqu'au bout de mes doigts, waouh. J'avais le power. Il pouvait m'arriver n'importe quoi, il pouvait me tomber une météorite sur le coin de la gueule, j'allais me remettre quand même. C'était extraordinaire. Derrière, l'été arrive, les gens partent en vacances, mettent des belles photos sur Facebook. Mais moi, je vis toujours avec la mucosidose. Et il me fallait un nouveau défi pour continuer à faire du sport. Alors, je suis allé voir mon frère, le jeudi 15 août 2013. Et puis, je lui dis, écoute, tu fais quoi la semaine prochaine? Il me dit, bah rien. Je lui dis, bah, on va prendre le trafic des parents. On aménage un peu, on enlève les sièges. On met un matelas à la place. Moi, je prends mon vélo, puis toi, tu me suis avec le trafic. Et puis, on verra bien jusqu'où on va. Alors, le lundi matin, à 10h30, on est parti de la place Saint-Pierre à Besançon. Le lundi soir, on est à Pommard. C'est sympa, Pommard. Hein. Et là, on n'est pas loin de Bordeaux, d'ailleurs, c'est pareil, la copine, le Margot aussi, j'aime bien. Donc, Pommard. Le lendemain, le mardi, on était à Nevers. Le mercredi, Nevers, Bourges, Vierzon, Romorantin. On s'est fait piquer par les moustiques en Sologne. Chambord, le lendemain, Chambord, Cheverny, Chenonceau, Tours, Saumur, Angers, 200 km. J'ai raté mon frère au ravitaillement avec les figolus et j'étais très fatigué. Alors j'ai fait une petite halte dans le village de Bouzillé parce que j'étais vraiment bousillé. Et puis derrière, on remontait sur Nantes, Vannes le samedi. Et le samedi, je me rappelle de tous les villages avant Vannes. Tex, Misillac, Divillac, La Roche-Bernard dans le désordre. Hein. Mais j'avais très, très mal aux fesses. C'était très, très dur. Et le soir, on était à Lorient. Et le dimanche, Lorient, Concarneau, Pont-Aven, Quimper, Audierne. Et vous l'aurez compris, ceux qui sont bons en géographie, j'allais vers l'ouest, vers la lumière. Vers la pointe du Jura. J'aime beaucoup cette photo et je pense qu'elle me caractérise aussi. J'aime beaucoup les contrastes. Et au premier plan, on a toute cette énergie, toute cette violence avec la côte qui est déchirée par les vagues. Une inspiration. Et puis, à l'arrière-plan, le soleil qui vient se baigner dans l'océan. Tout ce calme, cette sérénité, cette paix. Et moi, j'aimerais être là-bas. J'aimerais toucher l'horizon. J'aimerais m'asseoir là-bas. J'aimerais embrasser le bonheur. Voilà. Ça, c'est mon histoire. Ça, c'est mon histoire. Et maintenant, si vous deviez retenir 2 choses, la première, c'est affronter vos peurs. Ils te poursuivront toujours. Donc affronte tes démons. Il est temps de regarder la maladie dans les yeux. Tes problèmes dans les yeux. En face à face. Faire face. Georges Guilmer, c'est un as de la Première Guerre mondiale. J'adore l'aviation. Et quand tu te confrontes à tes peurs, tu prends confiance en toi, tu t'apprends. Tout est dit. La deuxième chose à faire, c'est de réaliser ses rêves. Rêver. Rêver. Alors je vous ai mis Demain il fera jour. Et Demain il fera jour, c'est peut-être pas ambitieux, mais quand vous serez au fond du fond, se dire que demain, ce sera un autre jour. Demain je serai mieux. Demain je serai mieux. Demain je serai mieux. Demain je serai mieux. Je me suis dit ça des jours et des jours et des jours. Demain il fera jour. Bref, rêver, rêver. L'espoir c'est vital. Et pour finir, on est à La Rochelle et je voudrais en profiter que je suis devant vous. En plus, il y a l'océan derrière, il y a le phare du bout du monde, c'est extraordinaire. Enfin bref. Merci. Merci à la mucosidose de me permettre de faire ce que je fais et de celui que je suis dans ma tête. Parce que tout ça, c'est grâce à elle.
Et pour finir, voilà, moi, si je le fais, moi, ce que je peux faire, tout le monde peut le faire. Je ne suis pas en train de me dénigrer, ce que je suis en train de dire, c'est que toi, tu peux le faire. Toi, tu peux le faire. Toi aussi, tu peux le faire. Vous êtes tous extraordinaires. La vie, c'est maintenant. Touchez l'horizon. Moi, j'ai commencé mon intervention en disant que j'avais 55% de capacité respiratoire. Mardi, j'étais à l'hôpital. J'étais mesuré à 65% de capacité respiratoire. Mon médecin, il a cru que la machine allait bugger. C'est vrai, c'est vrai. Il a cru que la machine allait bugger. Donc, touchez l'horizon. Allez, go!